Salut bribeurs, salut bribeuses. Bienvenue dans ce 10e épisode. Moi, c'est Johanna. Et vous écoutez Bribes de minuit, un podcast poétique dédié aux écrivains d'un jour ou de toujours, poètes la nuit ou aussi parfois le midi. Ce podcast part de l'envie de partager mes poésies et se veut communiquer des moments d'évasion à des auditeurs en mal d'inspiration, confinés entre une ou deux pages blanches, 3 répétitions ou quelques instants d'insouciance. Un dimanche 2 fois par mois, je vous révèle les poésies de bribeurs qui ont épousé l'anonymat, côtoyé le doute, mais aussi les écrits de poètes ou poétesses qui souhaitent partager leurs pensées noires ou leurs réflexions bucoliques. Aujourd'hui, je reçois Benjamin. Benjamin nous vient de Belgique, il est bibliothécaire depuis quelques temps, et c'est très tôt, enfant, qu'il découvre le goût de la lecture et des histoires, celles qu'on lui raconte, puis celles qu'il se conte. Jusqu'à l'adolescence où il met son écriture en pause et commence à se poser des questions. Et c'est probablement suite à une thérapie qu'il finit par trouver ses réponses et puiser son inspiration. Il se penche aussi sur son histoire de vie. Il décrit dans ses poèmes des scènes fantasmées ou vécues. Sensible aux questions d'identité du genre et d'inclusivité, son écriture est donc animée par des questions identitaires. Il décrit dans ses textes des scènes de vie amoureuse avec une touche d'humour pour mieux décrire l'ironie du sort de ses relations. Ce mois-ci, en pleine période du mois des fiertés, nous allons aborder des textes qui évoquent la sexualité ou l'identité. Et c'est Benjamin qui ouvre le bal des festivités. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode à travers la plume de Benjamin. Salut Benjamin, comment tu vas? Ça va et toi? C'est bien, très bien. Il fait beau aujourd'hui, donc j'espère que ça va continuer le restant de la semaine. Bah ouais, nous justement, c'est la fin de semaine qui va être un peu grise en Belgique et on verra ce que ça va donner. T'es où déjà? Tu m'as dit t'es né à Verviers, mais t'as grandi où? Ah bah à Verviers aussi, hein. Je suis né à Verviers, j'ai grandi à Verviers, puis je suis parti à Liège après. Et Pour là, tes je suis études? revenu à Verviers depuis un an. À Liège pour le travail. Ah d'accord, ok. Et Ouais. t'étais bibliothécaire là-bas aussi? Oui, je suis bibliothécaire toujours là-bas. En soi, je suis toujours là parce que c'est pas très loin, donc je fais les trajets en train. Mais, Mhm. euh, mais je suis revenu vivre à Verviers parce que j'ai trouvé une maison là-bas, en fait. Ah, c'est super, génial. Oui, ça fait plaisir. Donc Benjamin, tu as 28 ans et comme on vient de le dire, tu es né à Verviers et tu as toujours adoré les histoires, celles qu'on te lisait, celles que tu te racontais dans ta chambre. Et tu as grandi donc du coup pour l'amour des livres et puis tu étais plutôt certain quand quand tu étais enfant et adolescent, je dirais, que tu allais embrasser une carrière d'écrivain. C'est ça. Et, et ça s'est plus ou moins estompé à l'adolescence et contrairement à ta passion pour la lecture, donc tu lisais toujours. Et aujourd'hui, tu es bibliothécaire, comme on l'a dit. Et tu as un petit combat, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est que tu t'efforces de défendre la littérature inclusive, en particulier sur les notions d'identité, de genre et d'orientation sexuelle et le patrimoine littéraire belge. Ouais, on Et peut appeler ça un combat. Ok, super. Donc, tu es revenu à l'écriture plus récemment, parce que tu avais besoin de lever le brouillard qui s'était épaissi autour de ton identité. Du coup, je suis obligée de te demander comment tu t'identifies. Je m'identifie comme un homme gay, cisgenre. J'ai même tendance à utiliser vraiment le tout comme étant presque une identité de genre à part entière, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être homosexuel, forcément, on sait que je n'investis pas l'espace public comme je l'investirais si j'étais juste un homme cis hétéro ou un homme cis bi ou un homme cis pan, enfin, peu importe. Je pense que mon orientation sexuelle forcément va m'amener à voir les choses différemment et à interpréter aussi le monde autour de moi différemment. Donc, j'ai tendance presque à le vivre dans mon identité de genre aussi, ça. Et quand tu dis que occupes l'espace différemment, qu'est-ce que ça implique? Bah, ça implique de toujours un peu se questionner. Enfin,
je pense que ça, c'est le cas un peu de toutes les minorités, quelles qu'elles soient, que ce soit les personnes non valides, les personnes racisées ou les personnes LGBT. On est toujours un peu en questionnement sur est-ce que je suis en sécurité ici? Est-ce que c'est fait pour que je sois... Enfin, est-ce que le lieu dans lequel je suis ou les personnes qui sont là sont ouvertes à ce que je sois là? Est-ce que ça va bien se passer? Des choses comme ça. Il y a toujours un questionnement, même si je fais partie, entre guillemets, des minorités les plus visibles et donc les plus communes, on va dire. Et donc, ça se passe souvent très bien. Il y a rarement enfin, il y a rarement des choses qui se passent très mal, mais il y a toujours un petit questionnement. Et donc, quand tu marches dans la rue, quand tu rentres dans une pièce, tu rentres pas de la même manière que si tu n'avais pas toutes ces questions qui te traversaient l'esprit, même un dixième de seconde, quoi. Donc ça implique que tu es conscient de ta différence, mais en fait, tu n'as pas forcément vécu d'épisodes homophobes toi-même, et tu sais qu'il y a quand même un risque dehors. Et donc, dès que tu te trouves en dehors de chez toi, c'est forcément quelque chose qui te vient en tête à un bout d'un moment dans la journée. C'est ça, il y a toujours des moments où ça va arriver à l'esprit, mais parce que je pense aussi que la manière dont sont représentées les minorités, de manière générale, que ce soit dans les médias ou dans les discours quotidiens, font qu'on est conscient qu'il y a ça. Enfin, à partir du moment où dans les films, pendant toute une période, dès qu'il y avait des personnages homosexuels, ils étaient mis à part ou ils finissaient par mourir parce qu'il y avait le sida, forcément, on arrive à se dire que bah ouais, les femmes heureuses, est-ce qu'elles sont vraiment destinées pour les personnes comme nous, quoi. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai très vite dédramatisé parce qu'on est quand même dans une période où c'est beaucoup plus accepté, où il y a plus de différences qui sont représentées. Et il y a encore du chemin, mais on va vers quelque chose de mieux à ce niveau-là. Et donc, c'est peut-être moins fort que ce qu'ont pu vivre, à mon avis, des personnes avant moi. Mais c'est vrai que c'est là, toujours quelque part, un peu dans le coin de la tête. Mmh. Est-ce que je peux te demander quand est-ce que tu as vraiment su que tu t'es vraiment identifiée en tant que personne gay? C'était vraiment à l'adolescence. Maintenant, te dater, j'ai un peu du mal. À mon avis, je devais avoir 14 ans, plus ou moins. Maintenant, après, ça a été un chemin. J'ai pas été out publiquement directement après. Ça s'est fait progressivement, mais plus ou moins, je l'ai su pour moi vers 14 ans et je l'ai vécu pleinement à partir de mes 17 ans, quelque chose comme ça. Tu parlais de visibilité tout à l'heure. Est-ce que, parce que tu es né dans les années 90, et dans les années 90, il y a ce film, c'est Philadelphia, je crois, justement, parce que tu parlais de personnes qui avaient le sida ou je sais pas Ouais. quoi. Voilà, je pense que, je sais pas s'il est gay dans le film, mais il a le sida. Je sais plus. Là, ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je sais plus moi-même si. Je vais revérifier, je vais faire une petite référence. Je vais introduire une petite séquence film. Donc, pour resituer les choses, le film Philadelphia est un drame hollywoodien sorti en salle en 1993 avec pour acteurs principaux Tom Hanks et Denzel Washington. Effectivement, le film aborde non seulement la séropositivité du personnage principal, mais aussi son homosexualité. Une première dans l'histoire du cinéma hollywoodien, mais surtout dans ma mémoire de millénial, puisque le rôle principal est celui d'un homme gay. À l'époque, la maladie touche en majorité la population homosexuelle et la trithérapie n'existe pas encore, ce qui implique pas de PrEP, et le sida fait beaucoup de morts. D'ailleurs, le lien douteux entre homosexualité et séropositivité a suscité une controverse à la réalisation du film. Malgré tout, ce film a su dénoncer les discriminations existantes pour la population LGBTQI et les personnes séropositives. Et à en croire la plaidoirie de Denzel, le coming out et l'outing de chacun est encore tabou. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir un extrait du film. Why would Mr. Wheeler and the others behave so outrageously? Because they found out Andy was sick? Perhaps. We have lawyers who've had heart attacks, ulcers, prostate cancer, leukemia. No one sandbagged them. Are you a homosexual? What? Are you a homosexual? Answer the question. Are you a homo? Are you a faggot? You know, a punk, queen, pillow biter, fairy, booty snatcher, rump roaster. Are you gay? Objection! Order. Where did this come from? Suddenly counsel's attacking his own witness? Mr. Collins' sexual orientation has nothing to do with this case. Please have a seat, Miss Kinneed. Could you kindly share with me exactly what's going on inside your head? Because at this moment I don't have a clue.
Your Honor, everybody in this courtroom is thinking about sexual orientation, sexual preference, whatever you want to call it. Who does what to whom and how they do it. I mean, they're looking at Andrew Beckett. They're thinking about it. They're looking at Mr. Wheeler, Miss Conine, even you, Your Honor. They're wondering about it. Trust me, I know that they are looking at me and thinking about it. So let's just get it out in the open. Let's get it out of the closet. Because this case is not just about AIDS, is it? So let's talk about what this case is really all about. The general public's hatred, our loathing, our fear of homosexuals. Ouais, donc est-ce que, il y avait très peu de films où on parlait d'homosexualité dans les années 90 encore. Est-ce que c'est quelque chose, tu crois, qui permet de visibiliser maintenant, sur Netflix, j'ai l'impression, un film sur deux, il y aura forcément un personnage homo qui aura aucun problème avec son identité homosexuelle, qui n'aura pas besoin de faire son coming out parce que c'est librement assumé. Est-ce que tu penses que cette visibilisation à travers les films permet d'aider l'identité, les gens qui s'identifient en tant que tels? Oui, que ce soit à travers les films ou tout autre média en réalité, parce que c'est quelque chose qui m'a manqué quand j'étais enfant. J'ai vraiment l'impression que j'avais pas de référent et donc en soi, je me reconnaissais quand même dans les autres choses parce que je suis un garçon cis et donc on est quand même vachement représenté quand on est un garçon cis. Qu'on soit gay ou hétéro, on sera représenté pour plein de choses. Je pense que ça doit être plus difficile, ça, pour les filles, à mon avis, les filles cis et du coup les personnes trans, etc., qui ont beaucoup moins de référents et qui sont toujours mises à part à ce niveau-là. Mais oui, pour moi, le fait de voir différents modèles en fait, de personnes qui nous ressemblent et tout en étant uniques, bah, ça nous aide déjà à nous construire. Et en même temps, à parfois peut-être dédramatiser des situations qu'on peut vivre un peu. Ça peut être très solitaire, la découverte de l'homosexualité, par exemple. Parce qu'on ne sait pas toujours à qui en parler, on ne connaît pas de personnes comme ça, comme nous, et on n'en voit pas forcément ailleurs. Donc, le fait que maintenant, ce soit beaucoup plus démocratisé, entre guillemets, cette représentation, je pense que ça doit aider pas mal de jeunes à se construire et à le vivre sereinement, à mon avis. Et on disait que c'était pas forcément visible dans les années 90, mais est-ce que tu as un souvenir comme ça, ou au lycée ou dans ton entourage, où tu connaissais des gens des gens que tu aurais pu identifier en tant qu'homo ou qui eux-mêmes ne le faisaient pas? J'ai pas vraiment de souvenir, par exemple, si à la télé, il devait y en avoir, mais j'ai pas quelque chose qui m'a marqué, tu vois. Peut-être ma gloire, maintenant que j'y repense. Lui et Gérard Delphine à côté, mais tu vois, on est quand même dans des personnages qui sont très exubérants, très Gérard, assumés. il est, dans la réalité, je crois qu'il est hétéro en réalité, non? Oui, il est marié avec une femme et tout. C'est terrible. C'est Mais terrible. oui. Mais il jouait très bien les codes stéréotypés, en fait. C'est quand même une représentation en soi, tu vois, donc ça reste quand même un peu positif, même si au final, on enferme un peu dans un mode précis. En tout cas, dans des caractéristiques précises dont on a parfois eu du mal à se détacher pour représenter les homosexuels, par exemple. Mais sinon, autour de moi, en fait, dans ma classe, il y avait une jeune fille qui avait fait son coming out plus ou moins au moment où je l'ai fait aussi. Donc, on était quand même deux dans le même espace à vivre les mêmes choses au même moment. Donc là, il y a eu un peu, justement, je disais que ça pouvait être très solitaire, mais des fois, du coup, ça permet aussi il y a une espèce de solidarité qui se crée rien que par ça, et des affinités qui se créent rien que par ça aussi. Moi, j'ai tendance à croire que la stigmatisation dans les années 90 et un peu plus tard aussi, elle a tendance à passer par les pratiques sexuelles, et que justement, même dans toutes les communautés et même en Afrique, en général, les lesbiennes, du moins dans les années 90-2000, elles avaient un peu moins ce stigma. Il y a déjà, comme tu le disais tout à l'heure, quand on est cisgenre, on est toujours plus reconnaissable et visible que les femmes, mais quand même, quand il s'agit d'identité lesbienne, on est un peu moins critiqué. Il y avait moins à l'époque, c'était du moins c'est mon ressenti. Ce truc comme quoi, les lesbiennes, c'est pas bien grave, l'homosexualité, attention.
Et, Ouais, bah ouais. ouais, et est-ce qu'il y avait, parce qu'on a tous eu, je pense, collège, lycée, des programmes de sensibilisation à la sexualité. Est-ce qu'il y avait à cette époque un volet, une section où on parlait des pratiques HSH, homosexuels, trans, je sais pas. Mais en vrai, je m'en souviens pas. Enfin, tu vois, ça m'a pas marqué, donc j'aurais tendance à te dire non. Mais de manière générale, et c'est pour ça aussi que dans la présentation, il était question de brouillard autour de mon identité. C'était pas qu'autour de mon identité de genre, c'est de mon identité de manière générale. Je me suis rendu compte assez récemment, en faisant une thérapie, en fait, que j'avais occulté pas mal de choses de mon enfance et du début de mon adolescence parce que je me suis beaucoup mis de côté. Et du coup, j'ai très peu de souvenirs en réalité de cette période-là. Donc, en fait, ça pourrait être oui, comme ça pourrait être non. Je suppose que ça a dû être évoqué à certains moments parce que, en effet, on avait ces cours autour de la sexualité, de la vie affective, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même dû y avoir une évocation, mais ça m'a pas du tout marqué. Et, en tout cas, je m'en souviens pas. Ouais, parce que moi non plus, je m'en souviens pas. Et je pense que si je m'en souviens pas, c'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce que ça n'a pas été fait. J'ai l'impression que, dans mes souvenirs, la première fois, j'étais bénévole pour le festival Solid Days. Et la première fois qu'on m'a parlé du terme, ne serait-ce que le terme HSH, homme ayant des rapports avec des hommes, c'était justement dans le cadre de cette petite séance de formation, entre guillemets, pour parler de la sensibilisation à la sexualité. Donc, pour moi, c'est mon premier souvenir où on parlait de pratiques sexuelles chez les gays, chez la communauté LGBT, c'était à ce moment-là. Et par contre, quand j'étais au lycée, j'ai pas ce souvenir-là. Donc, je me dis que pour construire son identité aussi, ça doit être assez complexe quand on ne se sent pas non plus représenté à ce moment-là, quoi. je, pour moi, tout ce qui était cours même les cours de biologie, etc., quand il était question de l'appareil reproducteur ou de la sexualité, il y avait de toute façon des personnes qui n'allaient pas se sentir représentées. Quand tu vois comment on représente parfois, par exemple, le sexe féminin, c'est quand même vachement violent de voir qu'il y a toute une partie qu'on va plus ou moins occulter parce que parler des organes qui vont donner du plaisir à la femme, c'est pas pour ça qu'elle est là, quoi. Il y a un moment, il faut qu'elle fasse ses enfants. Donc je pense que de toute façon, on est plusieurs à avoir à un moment été mis à l'écart dans toutes ces considérations-là à l'école. Et je pense, j'ai l'impression, en tout cas d'après ce que j'entends chez des gens plus jeunes à la bibliothèque ou quoi, qu'il y a quand même une évolution à ce niveau-là et qu'on va représenter les choses un peu plus largement et plus dans le détail, en fait. Ouais. Et on disait tout à l'heure que ton combat, c'est de visibiliser, de rendre visibles ces questions d'identité à travers la lecture. Et ça fait combien de temps justement que tu mènes ce combat? J'ai essayé de le mettre, je le mène, mais de manière relativement diffuse, on va dire, parce que je suis dans une institution qui n'est pas contre le fait de mettre en avant des livres qui représentent les communautés LGBT, mais je suis dans une institution qui n'est pas forcément pour ce fait-là non plus. Donc je le fais vraiment un peu en stoum, comme on dit en Belgique, donc vraiment c'est quoi? C'est que tu te fais discrètement. violence? Ça veut dire quoi que tu te fais violence? Non, en stoum, c'est en scred. Donc, tu vois, un peu discrètement, par de manière détournée. C'est en stummeling, pour l'expression complète, si tu veux. À un moment, on la cherchait, je crois que c'est de bruxellois. Mais du coup, je le fais vraiment un peu comme je peux, à des moments, en mettant les livres en évidence, mais de manière pas totalement, pas avec un gros drapeau derrière, quoi, tu vois. Mais je vais essayer vraiment, dès qu'il y a une sélection de livres à faire pour un thème, de mettre les auteurs LGBT+, d'essayer d'avoir une parité homme-femme, des choses comme ça. Je vais vraiment essayer à chaque fois d'être le plus inclusif possible dans ce que je présente, peu importe le sujet en réalité. Et en ce moment, c'est le mois des LGBT, des questions LGBTQI, de la fierté. Est-ce que je pense que dans les bibliothèques, ils ne sont pas très fans de questions marketing, pardon. Est-ce que tu te dis, voilà, justement, vu que là, c'est le bon mois, on va faire une petite section, là, on va visibiliser tout ça. C'est le seul mois où on peut faire un truc comme ça. Est-ce que tu te dis des choses comme ça ou justement, parce que ce n'est pas une institution qui serait sensible à ces questions-là, tu te dis, ouais, il vaut mieux pas que... Est-ce que tu te C'est quelque chose que j'ai fait il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, j'avais mis une vitrine vraiment pour le mois de juin. Je crois que je l'avais fait pour le mois de mai parce que
je sais que le mois de juin, c'est le mois des fiertés, mais en Belgique, la Pride belge, elle tombe en mai. Et c'est aussi le mois de la journée contre les LGTB-phobies. Et donc, c'est le 19 mai, quelque chose comme ça, je sais plus. Le 17 mai. 17, ok. Ouais, et du coup, là, je l'avais plutôt fait en mai pour coller un peu avec ces dates-là. Et on m'avait fait une remarque sans me faire une remarque. Enfin, c'était pas genre, oh, t'aurais pas dû faire ça, mais c'était, ah, merci d'avoir fait ça sans me prévenir, quoi. Alors que les mois d'avant, on avait fait des vitrines sur Pâques, sur la Saint-Valentin, des femmes autrices pour le mois de mars, des choses comme ça. Et là, on nous a jamais rien dit. Et puis d'un coup, je sentais que c'était un peu le sujet touchy. Faut pas être trop politique, des choses comme ça. Et alors qu'en parallèle de la vitrine sur les questions LGBT, il y avait une vitrine des 68. Donc, il ne faut pas être politique, mais pas mettre 68 en avant, tu vois. Mais bon, voilà. Donc, je l'ai fait il y a 2 ans. Et depuis, je le fais par petites touches ici, par exemple, pour la journée de la visibilité trans. J'avais remis sur l'étagère de nouveautés quelques livres qui tournent sur ces questions-là ou qui sont écrits par des personnes trans. Et je les avais mis en avant sur ma page Facebook. Donc, vraiment, je le fais par petites touches en me disant que c'est toujours ça de prix, en réalité. Il y a d'autres questions sensibles comme ça ou c'est vraiment, vu que c'est ton combat, que tu l'aperçois plus facilement que si c'était un autre? Je crois que je le perçois plus facilement que si c'était un autre, mais j'ai pas l'impression je crois que de manière générale, tout ce qui va toucher à la sexualité, ça va être un peu touchy chez nous, en réalité. Parce que j'ai déjà retrouvé des romans qui avaient été encodés il y a pas mal de temps, où c'est des romans un peu qui flirtent avec l'érotisme, et d'un coup, il y avait une grosse étiquette lecteur averti qui cachait bien les parties. Par exemple, s'il y avait un bout de sein sur la couverture, il y a une grosse étiquette lecteur averti pour qu'on ne voit pas, quoi. Mais ça, c'est certains collègues certains anciens collègues qui étaient plus prudes, et du coup, je pense que ça a bougé. Par exemple, ici, les 50 nuances de grès, c'était mis en avant quand ça marchait. Donc, mais de manière générale, je crois que je ne pourrais pas commencer à faire une vitrine 100% sexualité, par exemple. Ça, je pense que ça bloquerait vraiment. Si c'était que des trucs autour du plaisir, des choses comme ça, on me mettrait un peu à stop, à mon avis. Donc ça veut dire que tout à l'heure tu disais, bah voilà, il y a bien des thèmes Saint-Valentin, mais qu'à la Saint-Valentin, en fait, tu fais une rubrique romantisme, mais qu'il n'y aura pas d'auteur comme Anaïs Nin dedans, il n'y a pas d'auteur érotique, quoi. Bah, on n'a pas beaucoup ces livres-là chez nous, les livres érotiques de manière générale. Maintenant, on en a un peu, tu vois, des fois je suis assez étonné. J'essaye aussi dans mes suggestions d'achat de mettre des trucs un peu, parfois plus, entre guillemets, subversifs, tu vois. Et des fois ça passe, genre, il y avait un livre pour ado que j'aimais bien, j'ai plus l'auteur en tête, donc ça fait bien de le citer comme ça. Mais c'est POV, le titre du roman, c'est donc pour Point of View, et c'est sur l'addiction au porno chez un jeune garçon, et je trouvais ça super intéressant d'avoir ça en bibliothèque, parce que en librairie, c'est le genre de livre qui va être difficilement vendable aux parents et des choses comme ça, mais en bibliothèque, les gens testent plus puisqu'ils ne doivent pas l'acheter, donc je me dis c'est le moment de le mettre. Je me suis dit, à mon avis, ils ne vont pas l'acheter, et finalement il est arrivé à la bibliothèque. Donc de temps en temps, ouais, j'essaye de détourner un peu le truc, mais c'est vrai qu'on ne va pas avoir beaucoup de littérature érotique chez nous, par exemple. Bon. C'est une librairie classique, quoi. C'est dommage. C'est une bibliothèque classique. Et je vais quand même te demander hors enregistrement des petites références, il a l'air de t'y connaître. Ouais. Et du coup, je vais te demander le contexte dans lequel tu as écrit cette poésie, parce que c'est clairement une poésie qui évoque la question de l'identité LGBT. Dans quel contexte tu l'as écrite? En fait, il y a un contexte d'abord très global qui est que sur Instagram, de base, je parle plutôt lecture, etc. Et par ce biais-là, j'avais rencontré, de manière totalement virtuelle, une autrice belge qui s'appelle Morgane, et qui a un podcast autour de l'écriture aussi, en fait, parce qu'elle a vraiment un podcast autour de la poésie belge d'abord, où elle met vraiment en valeur la poésie belge par épisode, en lisant par épisode des poèmes d'un poète ou d'une poétesse. C'est un peu confus dans ma tête, désolé. Et elle a un deuxième podcast en parallèle où elle parle de son journal d'écriture en réalité. Et dans ce cadre-là, elle a lancé un peu une idée, c'était d'écrire un poème par jour pour essayer de voir ce que ça stimulait dans l'écriture, et le fait d'avoir une activité quotidienne, ce qui pouvait en ressortir, et la faire, elle, changer un peu de ce qu'elle écrit habituellement. Et alors elle disait, si vous voulez le faire, faites-le. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas essayé d'écrire.
Et donc, j'ai commencé à écrire mes poèmes par jour. Et donc, celui-là, je pense que c'est le 8e jour, quelque chose comme ça, que je l'ai écrit. Et alors, c'est arrivé à un moment, en fait, cette espèce de challenge où je finissais ma thérapie. Et donc, j'étais en train de me dire, je venais de comprendre que je ne savais pas exactement qui j'étais et que je devais travailler là-dessus pour essayer de me découvrir. Et donc, le challenge d'écriture, en fait, a été un moyen de poursuivre cette thérapie et d'apprendre un peu à poser mon identité sur plein de sujets. Et forcément, l'identité de genre, l'orientation sexuelle est arrivée. Et donc, je l'ai écrit parce que justement, à la bibliothèque, on venait de recevoir un livre pour l'encodage qui était Je suis qui, je suis quoi, qui est un guide justement pour parler des identités de genre et des orientations sexuelles aux jeunes, qui est super bien fait. Et du coup, je suis parti du titre pour me questionner sur moi, qu'est-ce que je suis et qui je suis. Donc, je suis qui, je suis quoi, c'est le titre Ouais. de la poésie. C'est ça. Enfin, à l'époque, je l'avais appelé autofiction. Et maintenant, je trouve que ça fait plus très sens. Donc, je pense que garder ce titre, qui est à la fois le titre de l'ouvrage qui a tout lancé dans ma réflexion, et du coup, la question qui est le point de départ, je pense que c'est un bon titre. Ok. Ben, je vais te laisser la lire et on va t'écouter avec beaucoup d'attention. Je suis qui, je suis quoi? Couché sur ma table de travail, le livre m'interpelle. Sous la couverture, les termes familiers sont bien rangés, définis, expliqués. Queer, gay, lesbienne, bisexuel, bisexuel, transgenre, etc. Autant de labels qu'on nous impose ou qu'on s'octroie. Les étiquettes, je les colle, à défaut de pouvoir en marquer ma peau par l'aiguille ou par le feu. Là, sur mon poignet, à côté du petit cercle irrégulier, laissé par les cendres d'amour contrarières, j'aimerais que s'inscrivent en lettres rouges et boursouflées « amoureux de l'amour », à sens unique, multiples et réciproques. Sur mon œil, entre la paupière et l'arcade sourcilière, d'un rose guère plus foncé que ma chair, un singulier et contracté cis-gay, capable de baiser biaiser mon regard d'une certaine humilité. Et sous la moustache, en lettres d'or, des pronoms pour le dire. Sur mon dos, mêlé au poil, un fil de lin renforce l'épine dorsale, d'une reliure cuir qui ne sera en vitrine ou en enseigne que dans mes images mentales. Sous l'épiderme, en filigrane, les mots qui manquent pour me définir, qui se forment pour m'écrire, masculin, féminin, neutre, substantifs oubliés ou à inventer pour me montrer tel que je suis, passé, présent, futur, à la fois unique et universel. Merci et bravo. Ben, merci à toi. Ça fait bizarre, c'est la première fois que je lis une poésie, et encore plus une poésie que j'ai écrite à voix haute, quoi. C'est vrai, le premier abord, ça fait toujours un peu bizarre. J'ai fait l'exercice dans le cadre d'une journée artistique, mais faite entre amis, tu vois. Une copine m'a dit en plus jouer le jeu sur le même poème, sur la solitude. Et c'est un peu impressionnant. Il y a une chose que j'ai relevée dans le poème. Tu parles de là, sur mon poignet, à côté du petit cercle irrégulier laissé par les cendres d'amour contrarié. C'est une cicatrice, ça? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu l'as fait ça. C'est une cicatrice de club? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai fait des choses un peu stupides du coup quand j'étais jeune. Et parce que je pensais que la souffrance que je ressentais à l'intérieur de moi, je méritais de la ressentir sur moi aussi parfois. Et donc, à quelques reprises, une cigarette s'est écrasée là-bas, quoi. Mais c'est quelque chose que tu as dépassé depuis, de toute façon. Oui, totalement. Oui. Et comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui, puisqu'on parle de corps? Comment tu te vois? Comment tu te perçois? C'est encore fluctuant. Ça a été très compliqué en réalité. Et justement, toute cette, à la fois la thérapie et puis à nouveau ce projet entre guillemets autour de l'écriture pour me découvrir, ça m'a permis de mieux l'accepter aussi, ce corps-là, parce que je l'ai regardé en face. Peut-être pour les premières fois de ma vie, généralement, je baissais vite les yeux ou je le couvrais vite. Et donc, aujourd'hui, c'est fluctuant. Il y a vraiment des jours où je vais être très bien dans mon corps et d'autres jours où je vais plus me dire que
il m'embarrasse encore un peu ou qu'il faudrait qu'il change encore un peu pour que ça aille. Et en réalité, j'ai pas envie de changer pour que ça aille. J'ai envie que ça aille et que ça change à la rigueur sans que ça me touche ou sans que ça me bouleverse. Mais j'ai envie en tout cas de pouvoir l'accepter, peu importe comment il est. Mm. C'est une ambiguïté, enfin, c'est un malaise que tu as ressenti par tous tes sens ou c'est uniquement le regard qu'on t'a imposé ou le regard que tu t'imposes qui fait cet effet-là? Je crois que c'est vraiment le regard. Après, du coup, Ouais. c'est quelque chose qui est passé aussi par ce que j'ai entendu. On m'a jamais vraiment embêté parce que j'étais rond ou des choses comme ça, mais c'est notamment. Enfin, il y a toujours des petites réflexions, genre il faudra peut-être faire attention, ou il faut reprendre le sport, il faut arrêter la bière, il faut ceci, il faut cela. Et en fait, il y a des micro-injonctions comme ça qui sont anodines et qui sont pas méchantes. En plus, généralement, c'est même un peu sur le ton d'humour, qui font qu'au bout d'un moment, on se dit, bah ouais, il y a un truc qui va pas avec mon corps, en fait. Mais du coup, ça passe uniquement par le regard, je pense. Ouais, j'ai pas l'impression que ça ne m'ait jamais vraiment dégoûté, par exemple, de toucher mon ventre ou une autre partie de mon corps. J'ai pas l'impression que par le toucher, c'était particulièrement problématique, mais c'est plus l'aspect visuel qui a été un peu compliqué C'est quelque chose que je effectuer. note beaucoup. Je me suis toujours demandé, mais en fait, si on s'attachait à d'autres sens, ben, justement le toucher, est-ce qu'on serait aussi dur? Est-ce qu'on se jugerait autant que lorsqu'on le fait avec le regard finalement? Parce que moi, j'ai des cicatrices et enfin, des fois, je les touche, je me dis, mais en fait, quand je les touche, j'adore. Ouais, c'est J'adore ça. cette texture. J'adore cette texture, j'adore ces petits trucs, là, ces petites irrégularités, ces petites imperfections. Au toucher, elles donnent un peu une différence qui fait tout, en fait, pour la perception de soi. Mais c'est ma façon de voir les choses, mais je me suis dit, mais forcément, il y a un travail en général dans la société à faire sur la façon dont on perçoit le corps, plus uniquement avec le regard, mais avec finalement tous ses sens, et ça nous sauverait de pas mal d'affects psychologiques. Ouais, ouais, clairement, mais je te rejoins en plus parce que moi, pour le coup, c'est vraiment le toucher aussi qui m'a un peu réhabilité dans mon corps aussi, dans la mesure où dans ce que j'écrivais, il y a vraiment un poème que j'avais écrit aussi où c'était vraiment tout ça, toucher les vergetures que j'ai par exemple au-dessus des bras. Et c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier comme ça en fait, en le scrutant, mais avec un autre sens que la vue. Donc ouais, enfin, ça fait totalement sens ce que tu viens de me dire. Mm. Et il y a une chose que j'ai notée dans le poème aussi, mais que je vais demander que tu m'aides à comprendre. Sur mon dos, mêlé au poil, un fil de lin renforce l'épine dorsale, une reliure cuir, etc. Qui sera en vitrine ou en enseigne. Est-ce que tu peux me l'expliquer, ce vers? Qu'est-ce que tu avais envie d'exprimer par ça? En fait, il y a plusieurs choses là-dedans et qui s'imbriquent. Je pense que du coup, le fait d'être un homme cis homosexuel et de se questionner autour de son identité, ça m'a amené à avoir un regard peut-être parfois plus cuir sur ce qui m'entoure. Donc, un regard plus cuir, c'est un regard qui va se décentrer de l'hétéronorme, de la cisnormativité, mais aussi du coup de tout ce qui, de tout ce qui dans la société est en position de domination, donc une position plutôt validiste, centrée sur les personnes blanches, etc. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en pratique avec le temps. Et le fait que je le mette dans le dos, il y avait deux raisons en réalité. C'est parce que l'épine dorsale et donc le dos, ça va être ce qui va soutenir l'entièreté du corps. Et donc, pour moi, avoir ce regard-là, c'est ce qui va pouvoir soutenir toute l'identité que je me découvre et que je me crée en réalité. Et la deuxième, c'est vraiment bêtement pour revenir aussi au livre, parce que le fil de lin, par exemple, c'est ce qu'on utilise pour les reliures des livres. Enfin, en tout cas, c'est un fil qui peut être utilisé pour les reliures de livres. Et forcément, on les relie dans le dos aussi. Donc, c'était pour faire ce parallèle, encore une fois, avec le livre qui fait partie aussi de mon identité, mine de rien. Et alors, la troisième chose qu'il y a dans cette strophe-là, c'est l'enseigne avec la reliure cuir. En fait, c'est un rêve que j'ai depuis quelques années, ce serait d'avoir ma librairie LGBT+. Et Reliure Cuir, c'est le nom que je voudrais lui donner, mais et en même temps, je sais que c'est quelque chose qui est tellement insécurisant pour moi sur le plan financier, etc., de me dire je vais lancer une librairie en plus LGBT+, que je ne suis pas sûr que ça verra le jour un jour. Et donc, c'est pour ça que je me dis qu'on n'en verra jamais l'enseigne ni la vitrine. Et donc, c'était vraiment ces trois choses-là qui sont regroupées dans cette strophe-là pour marquer ce qui va me soutenir et m'ancrer aussi dans mon identité
Et en même temps, mon identité, elle est faite de livres et de rêves autour des livres. Peut-être que si ta librairie, tu l'imposes dans un bar gay, ça peut fonctionner. Tu fais une librairie gay. J'ai déjà pensé à ce genre de choses. En vrai, il y a à Liège un ancien bar gay qui s'appelait l'Open Bar, qui a fermé après un crime homophobe, en fait. C'était Istan Jarfi ça a secoué vraiment la population gay liégeoise. Ça nous a tous totalement individuellement et collectivement détruit ce crime-là. En sortant de là-bas, il est monté dans une voiture et il s'est fait tabasser à mort. Il a été laissé pour mort dans un champ. Et donc, après ça, l'open bar a fermé, en fait. Qui a une réaction qu'on comprend forcément parce que du coup, il y a une notion d'insécurité qui est arrivée dans un lieu qui est censé être notre lieu safe. Et en même temps, s'il y avait bien un moment où on avait besoin d'un lieu safe, c'était peut-être ce moment-là aussi. Et en fait, pendant tout un moment, il a été laissé totalement abandonné. Et il y a il y a peut-être maintenant 2 ans, je pense, quand je commençais à mûrir un peu cette réflexion autour de la librairie, il était à vendre. Et je me disais, mais ce serait tellement beau de faire une librairie gay là pour le côté un peu résilience, tu vois, de la chose. Mais j'aurais jamais su. J'étais pas prêt ni financièrement ni mentalement à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai laissé un peu passer cette chance, malheureusement. Mais tu vois, je me dis, il faudrait pouvoir investir des lieux qui regroupent plusieurs choses et qui ont une histoire aussi. Et là, en effet, peut-être que ça pourrait marcher, mais à réfléchir. Moi, je pose déjà mon Tipeee, tu vois. Et plus tard, dans plusieurs strophes, une ou deux strophes après, tu parles de masculin, féminin, neutre. Et très récemment, en France, je pense que c'était il y a un mois déjà, on a eu ce débat de l'écriture inclusive, ajouter le point, etc. Je ne regarde pas les nouvelles belges. Comment ce débat, quelle tournure il a pris en Belgique? Bah, en fait, il a suivi un peu la même chose, enfin, la même trajectoire. On a les mêmes détracteurs de l'écriture inclusive et on a les mêmes défenseurs et défenseuses de l'écriture inclusive. C'est-à-dire que d'un côté, on n'avance pas. Attaché à la langue, pardon. On n'avance pas. Mais c'est ça, mais oui. Parce qu'il y a ceux qui sont attachés à la langue voisins, comme si elle n'avait jamais bougé. Tu vois, genre, la langue, c'est sacré, il ne faut pas du tout y toucher, alors que chaque année, on rend de nouveaux mots, on fait des réformes orthographiques, et là, bon, ça passe pas toujours. Genre, déconfinement, mais d'où ça sort, tu vois? Genre, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans. Oui, c'est ça. Mais oui. Et du coup, ouais, on a eu vraiment, c'est la même évolution. Parce que, mine de rien, en Belgique, pour la langue française, on est aussi fort dépendant de l'Académie française et des choses comme ça. Donc, en fait, la langue qu'on parle ici, il y a forcément des particularités, mais pour tout ce qui est grammaire, règles, etc., on va être dépendant de ce qui se passe en France. Ça. Donc, dans la pratique, on a nos belgicismes, mais pour parler bien, il faut parler français de France. Je sais plus quoi dire du coup. La coupe, hein, ouais, non, c'est triste. Enfin voilà, je sais pas si c'est la même chose pour tous les pays de la francophonie. Je suppose que oui, malheureusement, mais il y a un moment où il faut s'émanciper. Mais ça, c'est toute la question de la littérature belge. Il y a vraiment eu plusieurs phases. Il y a eu d'abord vraiment une phase où c'était vraiment le français très français, avec le respect de la norme et même une attention encore plus particulière parce que on va gommer le fait qu'on soit belge parce que sinon on va nous stigmatiser et donc il faut qu'on parle mieux français que les Français, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grammairiens en Belgique en réalité et qu'il y a des grands noms de la grammaire qui sont belges, c'est qu'il y a un peu cette espèce de complexe qui fait qu'on essaie de le dépasser. Et à côté de ça, après, il y a une deuxième phase dans la littérature belge où ça a été justement un peu le contraire, c'est de se dire, bah non, nous, on est des auteurs belges, des autrices belges, on va faire de la littérature belge, on va parler belge dans nos livres. Et alors, aujourd'hui, on est vraiment dans une cohabitation un peu de ces deux systèmes-là, avec des auteurs et des autrices qui vont être qui vont vraiment gommer les particularités de la langue, et d'autres qui vont peut-être essayer d'être un peu plus dans le militantisme, on va dire, langagé, ou linguistique, et de revendiquer cette identité belge. Mais c'est vrai que la question de l'émancipation de la langue, elle s'est traduite aussi dans la littérature, et c'est
assez intéressant à suivre en réalité. Est-ce que tu pourrais nous citer une ou deux références de tes auteurs belges favoris qui souhaitent conserver la langue belge, l'attente belge dans le français pour que nous, en France, on puisse se familiariser un petit peu? Moi, il y a un auteur belge qui est vraiment mon auteur belge préféré, c'est Thomas Gunzig, qui est publié en France en plus au Diable Vauvert, mais il est un peu en fait entre les deux. C'est ça aussi un peu le problème, c'est-à-dire que je pense que dans ces livres publiés au Diable Vauvert, ça va pas trop se marquer, quoique parfois, si tu fais une histoire à Bruxelles, ça va vraiment être marqué très bruxellois par exemple, par certains aspects, mais on va quand même pas trop brusquer le public français parce qu'il faut quand même qu'on gagne de l'argent. Mais à côté de ça, il a aussi des œuvres qui sont justement très, très ancrées dans la belgitude. Il a tout un recueil de nouvelles qui s'appelle Carbo Waterstomp. Ça, pour moi, les Français, à mon avis, ne doivent pas savoir du tout ce que ça évoque. Et en fait, c'est une espèce de mot valise à partir de bouts de plats belges. La carbonade flamande, le waterzooi et le stoomp, qui sont vraiment des plats très belges. Et donc, il a quand même un peu cette identité belge qui revendique, mais il réussit quand même à faire en sorte de pouvoir se fondre un peu dans la masse. Et donc, c'est un peu l'entre-deux, là, parfait. Quelqu'un qui aurait vraiment du belgicisme très marqué. Là, comme ça ne me vient pas, je t'avoue. C'est triste à dire. Est-ce qu'il y a une thématique que tu souhaiterais être abordée dans l'un des épisodes de podcast? Je ne sais pas s'il y a une thématique en particulier, parce que ce que j'aime bien, c'est le fait que dans ton podcast, les gens viennent avec leur histoire aussi. Moi, j'ai surtout envie de voir l'authenticité, surtout d'entendre l'authenticité des personnes derrière, plus que des thématiques. Quand tu parles de santé mentale ou quand tu parles des injonctions à la mise en couple et des choses comme ça, c'est des thématiques qui sont super riches, mais en même temps, ce qui est beau aussi, c'est de voir la personne qui se positionne derrière. Donc, peu importe la thématique, en réalité, je pense que tout reste intéressant tant que la personne est vraie. Ok. Bon, je vais faire mon mieux pour garder cette authenticité et de trouver toujours autant de perles, aussi humbles qu'authentiques. Écoute, merci beaucoup pour toutes tes suggestions podcast, littéraires, tout ça. Et bonne chance pour ton projet de bar littéraire. On va essayer de le faire avant les 35 ans. Et peut-être à bientôt. Et voilà, je te souhaite une très bonne continuation. Merci aux auditeurs. Merci. Merci de m'avoir invité à parler aussi. Et merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Et bonne continuation surtout à toi, parce que c'est vraiment un projet qui me plaît beaucoup. Et je suis vraiment content d'avoir pu en faire partie. Merci pour ta participation. Bonne soirée. Pars pas comme ça, tu sais que c'est pas fini. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une contribution à ma cagnotte Tipeee. Le lien est en description de l'audio. Tu pourras également le retrouver sur mon compte Instagram @bribdemunuit. Sinon, tu peux aussi partager cet instant de poésie, liker l'épisode et l'ajouter en playlist audio. Ou encore en parler autour de toi. Belle soirée et à bientôt.